Bonjour et bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs sur vuedailleurs.com. Retrouvez des actualités et des points de vue d'analystes et on commence tout de suite par une vue d'ensemble avec à l'international le mouvement Black Lives Matter qui continue de faire parler de lui. Nous sommes en ligne pour en parler avec Jean-Claude Beaujour, avocat en droit international. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en pleine campagne pour la présidentielle, comment le mouvement antiraciste peut-il impacter l'élection ? Je crois que le mouvement antiraciste Black Lives Matter dénonce à la fois les violences policières, mais aussi la souffrance sociale, morale, économique dont sont victimes les Noirs américains les premiers. Mais j'ai envie de dire le nombre de gens qui se sont ralliés au cours de ces dernières semaines à ce mouvement montre qu'il concerne, il interpelle plus largement l'Amérique, cette Amérique qui parfois souffre, cette Amérique qui veut vivre une vie avec un peu plus de justice, cette Amérique qui ne se reconnaît pas dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous les hommes sont créés égaux et peuvent aspirer à une vie agréable pour synthétiser. Donc voilà, et en cela, ça peut impacter. Je terminerai en vous disant que ça peut d'autant plus impacter que nous vivons la fin ou le début, je ne sais plus, pour les États-Unis, le coronavirus, et que ce sont 40 millions de personnes qui risquent d'être mises au chômage, en tout cas qui étaient au chômage à la fin du mois dernier. Comment est-ce que la situation va évoluer? On ne peut que souhaiter vers le positif, mais nécessairement une situation sociale désastreuse serait en résonance en quelque sorte avec ce mouvement. Une crise sociale, oui. Alors, quelles devraient être les prises de position attendues dans les deux camps ? Je crois que la position du président américain, du président sortant et du parti républicain, grosso modo, on la connaît puisqu'elle est autour de l'ordre et elle vise essentiellement les dérapages qu'on peut toujours regretter dans toute manifestation et qui sont inacceptables évidemment. En face, et donc la position du président, du candidat, du sénateur Joe Biden et de sa colistière, sera probablement, de mon point de vue, ou devrait être de deux ordres. Tout d'abord, mobiliser les communautés ou les Américains qui se sentent un peu laissés pour compte de la présidence actuelle. Et puis, surtout, je pense que pour qu'il y ait une réponse durable, j'ai eu l'occasion de le dire, il faut qu'il y ait à la fois de vraies politiques publiques qui viennent en aide aux plus démunis aux États-Unis, en tout cas qui accompagnent, mais les plus démunis ne sont pas nécessairement que des pauvres. Ce sont parfois des gens qui travaillent, qui ont 2-3 métiers pour pouvoir joindre les deux bouts. On a vu qu'on a tenté de détricoter l'Obamacare, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des politiques publiques à mener en direction de cela. Et s'agissant des violences policières, pour répondre aux violences policières, je pense qu'il y a tout un travail qui doit être fait sur le rapport entre la police et la communauté noire, le rapport entre la police et la pauvreté, le rapport entre la police et la criminalité. Et vous avez de très bonnes études qui sont faites là-dessus. Un des professeurs de l'université de New York, le professeur Michel Alexander, a fait un travail extrêmement intéressant sur les biais qui peuvent exister et qui finalement crée un système qui vise essentiellement une ou des communautés et essentiellement des communautés dites minoritaires ou immigrées, ou d'apparence immigrée, parce que ce ne sont pas des immigrés mais bien des Américains. Donc c'est vrai que ce sont des biais qui orientent la police vers une certaine direction et qui peuvent provoquer un certain nombre de dérapages. Donc il y a un travail à faire entre système criminel, système policier et puis le rapport aux communautés aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Beaujour. On retrouve votre tribune sur le site de Vue d'ailleurs. Et tout de suite, notre invité politique.
Interview de Vue d'ailleurs, et sur Vue d'ailleurs, on aime les points de vue différents, les acteurs non conventionnels, et on peut dire que mon invité d'aujourd'hui l'est non conventionnel. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour Aude. Alors vous êtes évidemment un homme politique, député des Pyrénées-Atlantiques. Vous aimez vous illustrer par vos fresques verbales, par des actions passionnées aussi. Bref, vous n'hésitez pas à vous engager. Alors pour quelle ligne économique, politique, c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir. Alors on vous découvre par exemple la semaine dernière aux côtés des soignants aux Invalides dans leur manifestation. Alors c'est pas étonnant puisque dans votre mouvement politique Résistons, vous prônez la prise de parole du peuple, l'écoute, l'échange. Bref, l'empathie c'est votre credo. Mais concrètement, comment on passe de l'empathie à l'action? Comment on aide nos soignants aujourd'hui? Permettez-moi d'abord, merci beaucoup, mais juste un petit mot, je n'aime pas m'illustrer. Je ne le fais pas par goût. Je le fais souvent, et ça vous me donnez l'occasion de le dire, après une très longue réflexion, souvent très douloureuse. Ce que j'ai fait, les actes que j'ai posés, ce n'est pas des coups. Je les ai beaucoup réfléchis. Alors comment on fait pour les infirmières et tous les soignants de France? Bien, d'abord on leur parle. Il faut aller à leur contact, comme on va au contact de quelqu'un qui fait le maximum et qui ça, sent bien. C'est pour l'empathie et après l'action. Ouais, c'est tout commence là. Et qui sent qu'il n'est pas vraiment reconnu ou qu'il est reconnu uniquement par intérêt. Mais il sent qu'on n'a vraiment pas, on ne porte pas sur son cœur. Ah, nos compatriotes, eux, les aiment, parce qu'ils les voient dans le quotidien faire l'impossible. Et toujours, ils ne maigrotent pas une minute, une seconde. Mais c'est très douloureux quand on a affaire à l'homme affaibli. À la femme qui a une grossesse qui se finit mal, celui qui a tellement de difficultés à finir sa vie. Mais comment on fait marcher le système effectivement pour valoriser les hommes, les ressources humaines, et en même temps faire tourner le système avec les ressources que l'on a, qui sont quand même importantes. Celles mises dans la santé sont parmi les plus importantes d'Europe. Oui, mais elles sont virtuelles, parce que nous n'avons pas d'argent dans la sphère publique. Nous n'avons plus d'argent. Et nous n'avons plus non plus de management, mais j'aime pas ce terme, de conduite politique des affaires publiques. Nous avons démissionné. Donc, en apparence, il y a de l'argent. En fait, il n'y a pas une thune. Et c'est pour ça que nous avons des hôpitaux sans dessus-dessous, qu'on a multiplié les lois depuis 30 ans, les plus folles les unes que les autres, alors qu'il suffisait de continuer ce qu'on avait su faire. Dans ma ville d'Oloron-Sainte-Marie, ce n'était pas du temps du Christ. Il y a 40 ans, on a construit un hôpital et une clinique toute neuve. Donc il faut quoi? Il faut investir, il faut emprunter, vivre à crédit et investir? Il faut d'abord relancer la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Nous avons totalement perdu de vue. Nous consacrons 300 fois moins de crédit à la recherche que dans les années 60 et 70. Ce n'est absolument pas acceptable pour un pays qui s'aime. Parce qu'en cherchant, on se met dans une situation de trouver, aussi bien pour ceux qui cherchent parce qu'ils sont chercheurs, que ceux qui font part de leur expertise au quotidien. Ceux-là, on ne leur demande jamais rien. Et pourtant, ils savent tellement si vous les invitez à prendre la parole. Et il faut réussir à les rassembler, à les faire travailler ensemble. Je vous assure que ça, c'est le premier élément. Et on va vous dire, mais non, mais ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous voyez, les malades eux-mêmes ont peur de venir. Les familles ne viennent plus nous voir parce qu'elles ont peur qu'après, ils les aient remboursés des sommes colossales à je ne sais quel organisme, au Conseil général ou autre. Il faut enlever la peur et dire, ensemble, avec ce que vous savez vous, et ce qu'ils vont découvrir, eux, grâce à nous, nous allons complètement relancer. Et nous allons y consacrer de l'argent. Mais avant de consacrer de l'argent, il faut retrouver cet argent. Parce que cet argent, il est
fictif. Il est emprunté à 2 ou 3 Et on peut vivre avec de la dette publique, là, comme ça vient d'être fait, le programme, le plan de relance à 100 milliards d'euros? Et on ne peut pas vivre non plus avec les dividendes que j'ai encore lu récemment sur la presse distribuée. C'est une honte absolue pour l'homme. Comment voulez-vous que l'homme retrouve l'homme avec de telles dispositions d'esprit? Mais comment des hommes et des femmes qui sont nés comme les autres hommes et les autres femmes un jour du sein de leur maman peuvent arriver à avoir une telle conception de l'humanité? Mais les dividendes, est-ce que vous ne les voyez pas comme le fruit d'un investissement? Ce sont des épargnants qui mettent de l'argent dans une entreprise et qui en attendent un rendement chaque année, un peu comme vous qui êtes issu de la ruralité, un investissement dans un champ, chaque année vous avez une récolte, c'est un peu le même principe. Je suis issu de la ruralité, je suis très bien aussi dans une banlieue, je peux y passer toute une nuit, mais c'est simplement pour vous dire, c'est que il y a les vrais, ceux qui donnent de l'argent, pour qu'il y ait un brin de progrès, comme on disait, que le sort de nos enfants soit meilleur que le nôtre. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ont perdu la tête et pour qui les fruits qu'ils vont retrouver seront 100 fois plus importants que la mise qu'ils ont donnée. Et ceux-là ne sont pas des amis de l'homme, ils ne sont d'ailleurs les amis de personne. Et d'ailleurs, au soir de leur mort, leurs enfants s'entretueront. Ça, c'est le capitalisme financier que vous dénoncez dans votre dernier ouvrage. Notamment, oui, notamment. Mais effectivement, il s'insère partout, il s'insinue, il perd la conscience. Parce que nous avons une conscience, en plus, une conscience personnelle, mais moi je crois à la conscience des peuples. Et vous me dites comment on va changer. Mais on va changer à condition d'attirer l'attention. C'est pour ça que j'ai posé tous ces actes. Attention, comme le faisaient les bergers de Théocrite. Vous savez que les bergers au départ n'avaient pas de brebis. Ils ressentaient le frisson du changement, comme le marin sur la mer ou le berger en montagne. Mais est-ce qu'on doit... Et ils partaient avertir les autres que quelque chose allait se produire. Donc, si on relance la recherche, si on redonne des moyens, mais surtout si on arrive... J'ai des idées que je développe dans le livre, on n'a que 8 minutes, je ne peux pas les dire. Mais si on arrive à répartir mieux l'extraordinaire richesse dont nous disposons, mais je vous assure qu'avec le génie du peuple de notre pays, nous pouvons à nouveau devenir un pays universaliste, parce que nous étions le premier à être peuple souverain, à avoir écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Vous ne croyez pas que c'était plus difficile à faire qu'aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut éviter ce énième bain de sang qui se prépare. L'Occident n'a jamais su le faire. C'est un changement de monde. Nous pouvons le préparer par l'intelligence et par les mots et l'émotion. Et l'intelligence, justement, comment est-ce qu'on la trouve dans la crise qu'on vient de traverser? Est-ce qu'on a bien fait de privilégier la santé sur l'économie? Moi, je vous pose la question parce que, notamment, quand vous avez fait votre grève de la faim, c'était pour préserver des emplois, donc dans un intérêt économique, et vous avez mis votre santé en danger. Donc, entre les deux, quoi choisir? On a bien fait de privilégier la santé, oui. Absolument. Parce que, comme disaient les anciens, plaie d'argent, on n'est pas mortel. Mais nous pourrions avoir privilégié la santé et ne pas avoir continué à faire confiance aux mêmes laboratoires qui ont des contrats absolument indicibles et qui ont continué à faire un fric de dingue. Donc la solution, c'est la souveraineté? C'est là. La souveraineté? C'est la souveraineté. Il faut retrouver un brin de souveraineté, oui. Il faut pouvoir mettre en application ce que nous avons réfléchi, qui a été sanctionné ou voulu par le peuple qui a choisi. Et ensuite, il faut immédiatement reprendre la recherche et former. Moi, je suis pour un service civique de 10 mois pour reconstruire. Comment voulez-vous reconstruire des hommes et des femmes des banlieues, ceux des campagnes, ceux d'ailleurs, ceux qui ont une peau différente, alors que ça ne posait aucun problème il y a 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on va se chercher alors qu'il y a tellement de misère dans la tête et dans le cœur? C'est ça qu'il faut
pourchasser. Retrouver de la cohésion. Et on peut le faire avec les blouses blanches. C'est pour ça que j'étais à leur côté. Oui, et ce sont les idées que vous... Je les aime. Que vous développez dans votre ouvrage Aurore ou crépuscule, résistons aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été notre invité, Jean Lassalle. Oh, c'est fut un plaisir. Merci beaucoup et bonne chance. Vue d'ailleurs s'intéresse beaucoup à l'économie, l'économie largement malmenée en ces temps de crise. Les plans de soutien à l'activité décidés par les économies européennes vont avoir un impact sur les budgets. Alors c'est déjà le cas. L'augmentation de la dette est plus importante, plus soudaine et plus généralisée que pendant la crise financière des subprimes de 2008. En 2020, dans certains pays, la dette publique a dépassé la valeur des économies, c'est-à-dire la valeur du PIB. En termes d'indicateurs, on regarde ce que ça donne. Alors l'Italie avait déjà franchi largement les 100% de PIB, elle était à 130%. Cette année, elle devrait la dette publique devrait monter à 159% du PIB. La France franchit aussi pour la première fois les 100% du PIB, on devrait arriver à 120% à la fin de l'année et le Royaume-Uni devrait tout juste franchir la barre des 100%. Pour l'instant, seule l'Espagne se maintient en dessous. Retrouvez l'analyse complète sur le site de Vue d'ailleurs. Et enfin, nous terminons ce journal avec une page culturelle et surtout historique aujourd'hui avec ce dictionnaire. Ce dictionnaire, c'est celui des mots du général de Gaulle, le dictionnaire amoureux du général de Gaulle, alors que l'on célèbre cette année, en 2020, un triple anniversaire gaullien, les 80 ans de l'appel du 18 juin, il y a quelques jours, les 130 ans de sa naissance et les 50 années de sa mort. Ce sera le 9 novembre prochain. Le livre, le dictionnaire amoureux, est écrit par Denis Tillinac, qui n'a jamais ménagé son admiration aux héros de la résistance. Pour celui qui définit le gaullisme comme un ordre de chevalerie. On redécouvre donc les mots de Vichy, de traversée du désert, de Québec, Baden-Baden, mais aussi des proches du général comme Pompidou, Malraux, Romain Gary, le maréchal Leclerc. Une façon ludique de voyager, de parcourir l'histoire du XXe siècle. Merci, c'était le JT de Vue d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.